Et Van Avermaet y va. Van Avermaet y va. C'est étonnant ça, mais attaque de Van Avermaet. Van Avermaet y va et De Gendt ne peut pas suivre. Dans un premier temps, il faut voir si Van Avermaet ne va pas s'écraser un petit peu. Il y avait des signes de faiblesse chez Thomas De Gendt. Et Van Avermaet y va. Van Avermaet seul en tête dans l'ascension maintenant du col du Perthus. Il s'envole à 17 km de l'arrivée. Greg Van Avermaet en route vers l'un des plus grands exploits de sa carrière. La victoire d'étape et le maillot jaune l'attendent au Lioran. Un jour historique pour le cyclisme belge. Ici, c'est le moment, ça a été le dernier côte. Et aussi, tu connais De Gendt, il a fait beaucoup de grands courses et gagné à le moment spécial. Et seulement dans un groupe comme ça, il est vraiment fort. Et c'était important pour lâcher lui. Et le plus bel pour prendre la victoire, c'est seul. Et c'est comme ça, quand c'est possible. Ouais, c'est vraiment bien. Le départ donné avec les maillots distinctifs en tête de peloton. Petite nuance de tenue chez Cavendish. Le cuissard est noir, il n'est plus vert assorti au maillot. En fait, on a ôté la combinaison. Voilà, et vous l'avez remarqué aussi, on l'avait sous-entendu. Oleg Tinkoff et surtout Peter Sagan allaient sans doute à un moment ou à un autre ramener l'arc-en-ciel sur le maillot jaune. C'est fait à travers la publicité de Tinkoff, puisque le bas de la publicité comporte l'arc-en-ciel. La première difficulté du jour à la côte de Saint-Léonard de Noblas, c'est dans le village de Raymond Poulidor, a été remportée. Cette première difficulté, le point a été remporté par Jasper Stuyven. Et puis derrière, ça a bataillé fort, ferme, avec une échappée idéale qui est partie. 9 coureurs et puis 3. On va détailler d'abord les 3 coureurs, puisqu'ils sont là, les 2 Belges de l'échappée, Greg Van Avermaet et Thomas De Gendt. À côté également Grifko. Thomas De Gendt, on se rappelle du discours de Marc Sergent hier, il dit il faut voir parce que on n'a pas gagné de victoire d'étape encore, le tour est encore long, mais sait-on jamais, avec un garçon comme Thomas De Gendt, eh bien s'il a des jambes, il peut aller dans une échappée et peut-être aller au bout. Le voilà donc avec un Grifko, c'est une machine à rouler. C'est un équipier d'Arou, un équipier de Nibali. Thomas De Gendt pourra lui jouer sa carte. Greg Van Avermaet peut sans doute jouer sa carte, mais ça permet aussi, ça décharge aussi l'équipe BMC de toute pression, puisque dans l'échappée des 9, il y avait du beau monde. À côté de cela, on avait Tinkoff avait placé Maïka et l'écart entre le groupe ici et le groupe de 3 les 6 autres coureurs. Et les 6 autres coureurs est de 55 secondes. Le peloton est à 9,50. L'équipe Sky a roulé un moment avant de se relever en disant on va pas rouler, non, on va laisser partir. Donc Maïka est dans ce groupe, il est 194e à 17 minutes 51. Oui, Maïka il s'est relevé plusieurs fois. 17 minutes 51 déjà pour Raf Maïka, mais pour lui l'objectif c'est d'aller prendre des points, c'est d'aider Contador et peut-être de prendre le maillot à poids au terme du tour. Cyril Gauthier, vous l'avez vu à l'image, 43e à 39 secondes, c'est un équipier de Bardet, Bardet qui joue un petit peu à domicile aujourd'hui. Présent également Serge Pauwels, le 3e belge de l'échappée avec le maillot de Dimension Data qui est bien classé au général. Et il avait dit la prochaine fois que je vais dans une échappée, ce sera c'est pas uniquement pour être dans l'échappée, c'est pour aller gagner la victoire d'étape. Bora, c'est une habitude à placer quelqu'un dans le groupe avec Ouzarski et puis Direct Energy était présent avec Romain Sicard, tout comme l'équipe Fortunéo qui elle aussi a animé le Tour de France, chaque étape du Tour depuis le début, avec Florian Vachon, le coureur le mieux classé au général. Parmi le trio de tête, il n'y a pas
photo, c'est Van Avermaet. C'est même lui le mieux classé des 9. Il était ce matin 20e à 18 secondes. Thomas De Gendt est 185e à 15 minutes. Et Grifko est 94e à 4 minutes 20. Le fait que l'écart monte encore, 10, 12, le retard du peloton, est-ce qu'on peut se dire que le vainqueur est, je vais d'abord à 100 km de l'arrivée, alors que toutes les difficultés doivent encore se présenter, je vais être large, est-ce qu'on peut dire que le vainqueur est dans les 9 devant? Potentiellement, quand on voit le profil des coureurs qui se trouvent aux avant-postes, il me semble quand même de fortes probabilités que le vainqueur de l'étape se trouve parmi les 9, peut-être parmi les 6, et peut-être, ça dépend comment on va évoluer, mais petit à petit, ces 3 coureurs gagnent du terrain, seconde par seconde, parmi les 6 coureurs. Mais c'est vrai qu'il y a au sein de ce groupe de 9, donc 3 là et 6 juste derrière, des coureurs capables d'aller s'imposer, plutôt bons grimpeurs, qui sont certainement partis dans cette échappée en se disant que eh bien, c'était aujourd'hui qu'il y avait quelque chose à faire pour la victoire d'étape, parce qu'on sait que les équipes de leaders vont être un petit peu frileux à se livrer, même si l'étape de demain n'est pas trop dure, elle devrait permettre une récupération après cette première contact avec les montagnes, avec les sommets, avant d'attaquer les Pyrénées. Mais on sent que derrière, la poursuite n'est pas vraiment lancée. On a quand même mis des hommes au travail. Petit à petit, ça creuse gentiment. Mais je pense qu'on peut dire que les 9 hommes de tête font partie des coureurs qui doivent s'imposer aujourd'hui. C'était déjà de quelques semaines dans ma tête. Et aussi devant la Tour de France, j'ai dit c'est vraiment une étape pour moi, pour gagner, mais aussi pour garder le maillot jaune. Et ça a été vraiment bien. Et ouais, je connais aussi le meeting dans le bus. J'étais vraiment motivé pour être dans l'échappée. Ouais. Et ça va être le plus important de la jour. Parce qu'un jour comme ça, c'est vraiment un peu la guerre pour être dans l'échappée. Et ouais, j'ai dit en ma tête, j'ai fait l'échappée et j'ai fait tout l'effort là. Et quand je suis là, dans l'échappée, on va voir comment ça va dans le groupe de tête. Et ça va être vraiment bien pour moi. Ouais, j'ai été de bien jambes, ça a été vraiment important. J'ai peut-être un peu de plus bien jour de mon carrière. Et aussi de bien coureurs avec De Gendt, Grifko, Maika dans la tête. Ça a été un vraiment fort groupe. On va quand même détailler les difficultés du jour, les ascensions qu'on va rencontrer aujourd'hui. Il y a pas mal de bosses. Elles sont toutes répertoriées dans la dernière partie. C'est dense. Des côtes de troisième catégorie, il y en aura 3 sur le final. Des côtes de deuxième catégorie, il y en aura 2. Certains annonçaient plutôt de jouer son va-tout dans le col de Font-de-Serre, qui est l'avant-dernière difficulté, et surtout profiter de cette côte-là, dont le relief est un petit peu plus accidenté, plus difficile, le final un petit peu plus difficile, plonger dans une descente technique, et alors arriver pour la dernière montée vers le Lioran, qui là est ce que Marc Uithoven qualifiait auparavant de grand boulevard, d'autoroute de montagne, puisque c'est vrai que c'est assez large avec un revêtement qui a été totalement refait. Oui, une route très large. Un grand boulevard, c'est vrai, c'est le cas. Par contre, c'est quand même relativement raide. Attention, aux 500 mètres de la ligne, on reprend des pourcentages. C'est pas super raide, mais après une journée de 216 km et autant d'ascensions montées, l'avantage de ces coureurs de tête, c'est qu'on a des ascensions relativement courtes, donc on ne peut pas perdre beaucoup de temps, même s'il y a de la bagarre. Les ascensions font, pour la plus longue d'entre elles, elle fait 6 km, mais pour le col de troisième catégorie, que les coureurs vont aborder après 142 km de course. Donc après les autres, on est sur des cols qui font moins de 5 km. Certes, il y a de la plante, certes, il va faire chaud, mais là, on se retrouve dans une situation où perdre du temps devient, je ne vais pas dire compliqué, mais ça me semble qu'ils ont un matelas confortable maintenant pour aborder toutes ces ascensions. Deux choses, Cyril. La météo, vous dites qu'il va faire chaud, justement. On annonce au sommet du Pas de Pérol 18 degrés, mais en moyenne, quand ils seront dans une partie qui correspond plus à la plaine, c'est 26-27 degrés. Donc ça commence à faire chaud. Ça confirme vos propos. Et puis, dans les ascensions vers le sommet et vers le Lioran, on annonce 21-22 degrés. C'est vrai qu'il fait déjà
C'est déjà lourd. Très agréable. Ouais, c'est bon. Pour ceux qui ne roulent pas à vélo. Ouais, pour ceux qui ne roulent pas à vélo. Et en vélo, il va faire un petit peu plus chaud, même si on sait qu'on a de l'air. Il y a un truc que je me disais qui potentiellement est très important dans les 3 hommes de tête, c'est qu'il se retrouve un qui a un objectif, on l'a annoncé, c'est Greg Van Avermaet, cet objectif de maillot jaune qui commence à devenir certainement réalisable, en tous les cas qui commence à prendre tournure, et 2 autres qui eux visent la victoire d'étape. Donc indirectement, ces 3 coureurs doivent s'entendre à merveille pour collaborer le mieux possible jusqu'au bout de cette échappée. Une échappée, un trio de costauds qui s'est formé à l'initiative de Greg Van Avermaet, le Belge, qui n'a pas voulu attendre la fin de l'étape pour se débarrasser de Rafał Majka. Je savais déjà le matin qu'il allait essayer, donc il a réussi à rentrer dans la bonne échappée. Et voilà, donc au début c'était un peu difficile parce qu'il y avait un coureur comme Majka qui était dangereux, et très dangereux pour le final de cette étape. Naturellement, c'était un grimpeur, l'arrivée ou le final était très difficile et il ne roulait pas parce qu'il protégeait naturellement Sagan qui était en maillot jaune. Et en même temps, il y avait des autres coureurs, Majka ne roule pas, et blabla. À la fin, Greg vient chez moi et il me demande qu'est-ce qu'on va faire. Et je dis, écoute, essaye quelque chose, il ne faut pas arriver avec Majka à la fin de l'étape. Ok, ça va, je parle avec De Gendt et on va voir. Je dis directement à Thomas, quand ça ne roule pas vraiment bien, on va attaquer. Et comme ça a été, il fait un grand effort devant et nous sommes avec 3. Et c'est comme ça a été plus facile pour moi. Et comme je dis, je donnais aussi le maillot de points à lui et comme ça marche. Il donnait tout, moi aussi. Et comme ça, tout le Belgique était content. Et je pense que c'est vraiment important. Tu as un bon coureur à côté de toi dans une étape comme ça. 11-27, les chances sont réelles pour l'échappée. Poet-Sophie était là aussi dans les dernières positions de ce peloton. Et on a Thomas De Gendt qui l'avait dit, qui est un garçon qui est capable, il déteste frotter, mais il a déjà un fameux palmarès. Thomas De Gendt, quand vous regardez des victoires sur le Tour de Suisse, des victoires à Paris-Nice, une victoire au Giro. Et quelle victoire sur le Stelvio, 3e du Giro une année. Et certains se demandaient pourquoi est-ce que Thomas De Gendt ne vise pas le maillot jaune, ou en tout cas le podium sur les routes du Tour. Ce sera peut-être un petit peu difficile sans vouloir dévaluer sa performance. C'était un Giro dans lequel on n'avait pas Froome, on n'avait pas Contador, on n'avait pas... Oui, il faut les faire 3, comme on dit. Il n'y avait certainement pas les grands du moment. Il pourrait jouer le maillot jaune, mais pas, enfin il pourrait jouer le classement général. Mais en plus, ça voudrait dire qu'il faudrait, je ne vais pas dire dédier une équipe, mais en tous les cas, il ne faudrait surtout pas qu'il ait à travailler dans chacune des étapes de plaine, comme il doit le faire, et au service de son sprinter André Greipel. Donc c'est clair que c'est une stratégie qui serait bien différente. La question mérite d'être posée. Maintenant, peut-être que lui ne s'en sent pas aussi. Attention, le Giro se court assez différemment du Tour de France, où il faut une présence aux avant-postes beaucoup plus régulière, il y a plus de danger, on va dire. Hein. Le Giro, c'est une course qui est un tout petit peu plus simple, beaucoup plus dur dans son profil. Un bon grimpeur, et certainement Thomas De Gendt, quand il est allé faire 3, était dans une excellente condition et très à l'aise dans les ascensions, et il a su s'exprimer. Cette année-là, Echeudal s'impose devant Joaquin Rodriguez, Thomas De Gendt 3e, Michele Scarponi 4e, Basso 5e, Cunego 6e, Uran 7e, Pozzovivo 8e. Il y avait aussi cette échappée qui avait permis à Thomas De Gendt de s'imposer, de reprendre du temps et de se repositionner avec sa magnifique victoire d'étape sur le Stelvio. Donc il avait terminé avec Cunego qui faisait partie de la bonne échappée, mais il avait repris 3 minutes 30 à Rodriguez plus ou moins, et aussi l'équivalent à Echeudal. C'est une question qu'il aurait fallu poser à Marc Sergent, pourquoi ne pas mettre De Gendt, mais je ne suis pas persuadé que si on joue la carte De Gendt pour un classement général, on risque de se retrouver avec un De Gendt qui est entre 5 et 10 dans le meilleur des cas, qui va peut-être être entre 10 et 20 ou entre 20 et 30, et là ça va être la déception parce qu'on va se dire on a sacrifié quelqu'un pour faire 25e du général, c'est pas ce qu'on voulait. Et je pense qu'il y a plus à gagner à utiliser un Thomas De Gendt comme il est utilisé aujourd'hui au sein de l'équipe Lotto, c'est-à-dire en excellent rouleur pour son sprinter, et le glisser
et lui donner l'opportunité de se glisser dans des échappées comme celle-ci, où là il devient très intéressant parce que c'est un coureur dont on connaît les capacités à aller chercher la victoire d'étape. On va écouter Thomas De Gendt parce que Jérôme Elguer, Sébastien Delbar ont eu le nez fin ce matin. Ils ont tendu leur micro au coureur de la formation Lotto Soudal. Marc Sergent a dit que les Lotto allaient attaquer aujourd'hui. Forcément, ce sera peut-être vous. Normalement, je dois essayer d'être devant. Je vais essayer de me glisser dans l'échappée du jour et on verra si ça marche. Ça va être une course très différente. Hein. Avant, il y avait les sprints pour André. Ici, il va falloir aller devant. Oui, le travail est différent. Les derniers jours, je devais rouler pour protéger l'équipe du vent. Maintenant, je dois attaquer. C'est un travail tout à fait différent et je n'ai pas un rôle facile. Hier, je devais travailler. Aujourd'hui, je dois attaquer et demain, à nouveau me mettre à la planche pour l'équipe. Je fais de mon mieux et on verra ce que ça donne. Oui, on verra ce que ça donne. Regardez l'écart, 1,50 avec le groupe des 6. Est-ce que le fait que les 6 soient distancés, notamment dans ce groupe des 6, il y avait Maïka, ça peut modifier la tactique de certaines équipes en tête de peloton et notamment l'équipe de Contador où on se dit, ben non, là on a quand même 10 minutes, on va permettre à Maïka de se repositionner. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, à mon humble avis, l'équipe de Alberto Contador, sauf si les jambes s'avèrent bonnes, attend plutôt de voir comment Alberto Contador va aborder l'enchaînement de ses premières difficultés. S'il sent que dans le final il est bien et qu'il a envie de tenter quelque chose, mais je pense qu'ils sont encore un petit peu dans l'interrogation et ses premiers contreforts, ses premiers contacts avec la moyenne montagne va permettre à Contador de tirer déjà quelques enseignements sur les 2 jours où il a, me semble-t-il, pu récupérer et voir son état de forme suite à ces 2 grosses chutes. La présence de Maïka devant était un atout supplémentaire. Maintenant, c'est vrai qu'on a 2 minutes de retard, mais on a peut-être des meilleurs grimpeurs dans ce deuxième groupe qui pourraient essayer de profiter des différentes ascensions pour essayer de recoller aux 3 hommes de tête. Voilà, je pense à un Powells par exemple qui, si comme il l'a dit, aller devant c'est signe de victoire, eh bien il va falloir reprendre contact avec les 3 hommes de tête, un moment ou un autre. Hein. Je me rappelle encore à 2016, donc j'avais fait le Dauphiné, mais je me sentais assez fatigué après le Dauphiné. Et donc, au lieu de faire encore un stage en Italie dans la chaleur avant le Tour de France, j'ai fait le choix de rester à la maison pour m'entraîner à la maison et être plus frais. Mais donc, j'ai raté un peu... j'ai un peu raté la chaleur, donc je n'étais pas vraiment adapté. Et ça m'a coupé un peu dans la première semaine du Tour de France. Ce jour-là, j'ai souffert beaucoup parce que je n'étais pas super bien adapté aux chaleurs. C'était la première fois qu'on a eu une vraie chaleur exigeante et je me rappelle encore que j'ai souffert cette journée-là. Et quand De Gendt et Greg, quand ils sont partis, j'ai essayé d'accrocher, mais j'ai juste manqué de rester chez eux. Il reste 82 km et on va aller chercher les difficultés. La prochaine, ce sera la côte du Puy-Saint-Marie. Elle se situe à 73 km 500. Les hommes de tête sont à 82 km de l'arrivée. Le peloton, forcément, est lui 12 minutes 28 plus loin. Ce sera la côte du Puy-Saint-Marie à 73 km de l'arrivée. Et puis, ravitaillement. Et dans les 50 derniers kilomètres, là, on enchaîne 5 difficultés. On aura le col de Néron, 42 km de l'arrivée. 10 km plus loin, le pas de Péole, le Puy-Marie. Et c'est là que ça va devenir intéressant parce que sur les 36 derniers kilomètres, vous aurez l'ascension du pas de Péole avec les 2 derniers kilomètres où le pourcentage moyen est de 11,5%. On passe le pas de Péole, on se situe là à 30 km de l'arrivée, une longue descente de 10 km, 1 km de plat et puis on va chercher le col du Pertu, là, un col qui culmine à 1300 mètres. On aura sur les 4,4 km d'ascension un pourcentage moyen
qui est à 7,9. Et là aussi, c'est dans le dernier kilomètre et demi que nous avons les pourcentages les plus élevés, 9,5. Et la fin, ce sera même du 11%. À nouveau, on bascule, il n'y a pas vraiment de possibilité de s'organiser, il n'y a pas de longue ligne droite, on bascule. Un petit talus au milieu où on relance et puis on arrive du côté de Saint-Jacques-des-Blas. Là on a encore 1 km de plat et la route va commencer à monter vers le col de Fontserre. Les pourcentages sont moins élevés, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui peut être intéressant, c'est profiter du col de Fontserre pour sortir du groupe de tête, profiter de la descente qui est très technique, et on l'a encore vu hier, quand vous revenez sur la grande route qui vous mène au Lioran, c'est un virage à 90 degrés en bout de descente, et puis là c'est un petit peu plus roulant, ça rend mieux en tout cas. Oui, en tous les cas, la dernière ascension, on l'a vu, hein, c'est sur une grande route, très roulante. Les coureurs tourneront un moment sur la gauche pour prendre une petite route avec une pente un petit peu plus abrupte pour aller chercher le sommet de ce col du Fontserre. Et la descente va être relativement technique, hein. Elle ne semble pas, on a l'impression sur le profil que c'est une descente qui n'est pas très raide. Non, mais il y a quelques virages techniques, un virage abrupt à 800-600 mètres de l'arrivée et cette longue ligne droite, longue courbe jusqu'au sommet, jusqu'à la ligne d'arrivée. Et là, ça peut faire mal aussi dans ces 500-600 derniers mètres. Luc Rowe seul face à 3 coureurs pour l'instant, face à Thomas De Gendt, Greg Van Avermaet et Andrei Grifko. Luc Rowe qui perd du terrain contre les 3 coureurs et c'est logique. Mais qui fait jeu égal avec les 6. Plus finalement. Ou moins jeu égal avec les 6, c'est ce que j'allais vous dire. Les 6 qui sont pointés, vous l'avez vu, à 2,09. Il reste 80 km. Tout est possible. Mais quand vous avez 12 minutes 48 avec les talents qui sont devant, Grifko, De Gendt, Van Avermaet, et même si on élargit au groupe des 9, on rajoute des coureurs comme Maïka. Il y a également dans ce groupe Gauthier, Cyril Gauthier, Wouzarski qui est un fameux rouleur. Donc on a des chances, on a des possibilités de jouer la victoire finale pour les 9. Il faut vraiment y croire. Ce serait idiot de ne pas le faire. Ah, là aujourd'hui c'est l'échappée qui a le plus d'avance depuis le départ de ce tour, me semble-t-il. C'est l'échappée la plus constituée et la plus solide depuis le départ de ce tour, sur des terrains accidentés où on sent que les équipes de sprinteurs, elles, aujourd'hui, elles sont au repos, en tous les cas ceux qui ont déjà travaillé. Donc maintenant c'est un autre registre, c'est les équipes de ceux qui vont défendre le classement général à Paris qui doivent prendre leurs responsabilités. Parmi les hommes de tête, pas de danger, en tous les cas pas de danger direct pour les leaders du classement général. Donc juste de la vigilance, mais il est clair que l'opportunité pour les 9 hommes de tête, et ça commence à se dessiner un peu plus clairement pour les 3 hommes qui sont devant, devient une réelle et belle opportunité, avec des objectifs qui peuvent être doubles pour certains. Je dirais qu'il y a 3 hommes, et le mieux placé c'est Greg Van Avermaet, qui peuvent objectiver une victoire d'étape et un maillot jaune. Mais je pense que des coureurs comme Grifko ou De Gendt vont bien s'appuyer sur le fait que Greg Van Avermaet a pour objectif ce maillot jaune pour certainement l'inciter à travailler un peu plus que eux dans cette échappée. Au début, j'étais très content parce qu'on avait lâché le plus dangereux, c'était Maïka. Donc, il y avait Grifko aussi au début qui ne roulait pas. Quand Maïka était dans le groupe, il ne roulait pas non plus. Je me rappelle, lui, il ne roule pas parce que Maïka ne roule pas. Donc, il y avait pas une bonne entente. C'est pour ça que Greg, avec De Gendt, ils ont parti. Et quand Grifko est rentré sur le 2, j'étais très content. Parce que, je dis, 3 moteurs comme ça. Et derrière, naturellement, tout le monde regardait Maïka. Maïka n'a jamais roulé au début, tout le monde regardait lui. Et la pression, à ce moment-là, était sur Maïka, mais tout seul. Il n'a pas pu faire rien. Mais quand ils sont partis à 3, là, j'étais convaincu qu'il pouvait gagner l'étape. Parce que j'ai dit, OK, Grifko, ce n'est pas un grimpeur. De Gendt, s'il arrive avec De Gendt, j'ai dit, Greg, il peut gagner. Les ruines du château de Miremont, château fort, situé à 640 mètres d'altitude sur un plateau basaltique. Et il subsiste de ce château la base de 3 tours de flanquement semi-circulaire, plusieurs enceintes, une salle voûtée en calotte. Château qui fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques. Dernier écart, 13,45, annoncé par Radio Tour. Alors là, on va savoir un peu qui a envie de faire le grimpeur. Je
Je pense que Greg Van Avermaet va continuer lui de rouler et on va voir quelle va être la... C'est Thomas De Gendt qui va le faire. Va y aller, hein. On rappelle que De Gendt avait... Ah, mais Grifko veut prendre des points aussi. Ouais, mais il veut juste passer devant. Donc ça, c'est clair. Le maillot à poids, si ça continue ainsi, Thomas De Gendt, il va l'avoir ce soir. Il l'avait pris sur Paris-Nice. Hein. Oui, il va l'avoir ce soir parce que Grifko semble pas... Alors, il n'y a pas non plus beaucoup de points. Hein. Il y a 2 et 1 point là. Hein. Ce sera peut-être un peu plus important tout à l'heure à disputer dans le deuxième catégorie. De Gendt 2 points, Grifko 1 point. On le note quand même. Ah, il faut le noter, oui. Il n'y a plus que 3 points d'écart entre Stuyven et De Gendt. Thomas De Gendt se positionne pour le maillot à pois et Greg Van Avermaet, le mieux classé dans l'échappée, commence à songer au maillot jaune, un maillot derrière lequel il court depuis plusieurs années. Quelquefois dans ma carrière, je peux prendre le maillot jaune. Ça a été déjà en 2014, ça a été pas à Yorkshire. Et puis 2015, ça a été aussi dans ma tête. J'ai deuxième jour de repos. Et puis l'an après, c'était aussi dans ma tête et je pouvais faire tout pour prendre le maillot, parce que c'est vraiment spécial. Et j'ai dit déjà devant la tour, c'était dans ma tête, je ne peux pas prendre beaucoup de minutes, mais le jour comme ça, je peux essayer. Et quand j'ai un peu de liberté, parce que c'est toujours important, une équipe comme Sky qui donnait un peu le maillot. C'est important, tu es prêt, tu es dans le groupe. Et comment ça va aller? Et en tête du peloton, ce sont justement les coureurs de la Sky qui impriment le tempo, près de 15 minutes d'avance pour les fouillards, un avantage conséquent avant d'aborder l'enchaînement des 4 derniers cols de la journée. 14 minutes 20, l'écart qui diminue un petit peu et on a vu que les équipiers de Froome se sont mis là en tête de peloton, un équipier aussi pour Quintana. On a coutume de dire, et c'était un petit peu la chronique de Backlance hier dans le Newsblad, que chaque effort consenti sur le tour se paye à un moment ou à un autre. Donc quand on demande aux équipiers de Quintana et aux équipiers de Froome de venir rouler, quand on leur impose, parce que là on leur a imposé la poursuite, eh bien ce sont des efforts qui se paieront à un moment ou à un autre. Alors si c'est pour Stannard et pour Rowe, dans le cas des Sky, si c'est pour Herviti ou Rodriguez pour l'équipe Movistar, bah, si jamais ils doivent le payer entre guillemets dans la première étape de montagne ou la deuxième étape de montagne, c'est pas grave parce qu'on ne les attend pas pour aider Froome à ce moment-là. Mais de toute façon, ces coureurs-là sont là pour ça. Herviti, Stannard, Rowe sont là pour rouler dans des étapes dites de plaine ou de moyenne montagne sur les parties où il n'y a pas de fort pourcentage. Et là, on est typiquement dans ces longs faux plats montants où un rouleur s'exprime à merveille. Il est clair qu'on les verra certainement s'écarter un petit peu plus tard au sein de cette étape, ou pas, s'il n'y a pas d'accélération particulière et qu'ils arrivent à rester aux commandes de ce peloton. Voilà, on donne le ton. Ce n'est plus Rowe, ce n'est plus Stannard, mais c'est le meilleur rouleur de 2015. En tout cas, c'est ce que le verdict des championnats du monde avait révélé. Kirienka qui se met en tête de peloton, sans les jambières, vous l'avez noté? Oui, sans les jambières. Il fait chaud hein, aujourd'hui. 54 km encore à parcourir et on avance tout doucement. Mais on y va vers les 4 dernières difficultés de cette magnifique étape dans le Cantal. Magnifique étape en Auvergne avec le col de Néronne et puis le pas de Pérol, le Puy-Marie, le col du Pertus et enfin le col de Front de Serre. Semble rouler un petit peu plus vite, hein, Kirienka. Oui, parce que regardez l'écart, on était aux alentours de 15 minutes. On est reparti maintenant proche des 14 minutes. L'écart diminue, mais pas de quoi s'affoler. Greg Van Avermaet gère. Le Belge est en grande forme, entouré de bons compagnons de route, et même ce parcours particulièrement difficile n'a plus de secret pour lui. Avant le Tour, on avait fait des stages, ils avaient reconnu cette étape, donc je ne me rappelle plus si Greg était avec dans le groupe, mais il y avait un camp d'entraînement pour les coureurs, surtout Van Garderen était le leader de l'équipe, donc ils avaient fait un camp d'entraînement pour préparer naturellement surtout les grimpeurs, surtout les coureurs du classement. Ils avaient reconnu cette étape et on avait des informations naturellement qu'on avait données
dans les meetings du matin à tous les coureurs. Et Greg, je sais qu'au début du tour, il avait regardé cette étape comme une étape où c'était possible d'aller dans une échappée. Donc voilà, il a fait tout bien ce jour-là. Est-ce qu'à un moment, Grifko peut se dire, mais là je suis coincé entre deux coureurs de la même nationalité, je risque d'être victime d'une entente entre les deux? Moi, je pense qu'il va s'en rendre compte. S'il doit s'en rendre compte, ce sera quand on va arriver au niveau du grimpeur, au niveau du deuxième catégorie. Ce sera même d'ailleurs, à mon avis, un endroit assez stratégique pour Greg Van Avermaet. Déjà, voir un petit peu quelles sont les forces en présence entre ces deux adversaires pour la victoire d'étape. Et puis, comment lui va-t-il réagir? Parce que Thomas De Gendt peut aller sur ce grimpeur-là chercher des points pour le grimpeur. Des points qui peuvent être décisifs en tous les cas pour le port du maillot ce soir, même s'il reste encore un autre deuxième catégorie et un troisième catégorie. Donc Grifko devra à un moment ou un autre, oui, décider d'une stratégie. S'il se sent vraiment plus fort, eh bien essayer de se débarrasser soit de ses deux adversaires, soit au moins d'un des deux dans une ascension, pour aller chercher et être en tous les cas dans une situation plus simple à manœuvrer. C'est vrai que Grifko peut se poser la question quand vous êtes avec deux coureurs de la même nationalité. Soit vous les connaissez et vous savez qu'ils ont une bonne relation et qu'ils se connaissent bien, et là vous avez intérêt à être très vigilant. Soit vous ne les connaissez pas et vous pouvez aussi en tirer votre épingle du jeu, parce qu'à un moment ou à un autre, ils peuvent aussi se regarder. Mais là, il y a quand même une vraie différence, hein, c'est qu'il y en a un, Greg Van Avermaet a un objectif qui est le maillot jaune. Donc à aucun moment, Greg Van Avermaet va pouvoir jouer au bluff, même si l'avance est consistante. Il ne va pas jouer à dire ah ben non, moi je roule plus. Non, il va à un moment ou à un autre devoir prendre ses responsabilités et continuer ce travail qui lui permettrait d'avoir un matelas qui serait relativement confortable dans le maillot jaune, avec le maillot jaune. Pardon. 5 km du sommet, mais ça doit être en théorie les groupes de compte de 6. Oui, voilà. Le peloton du Tour qui est déjà venu une fois à Super-Lioran. C'était une victoire de Michel Pollentier. Michel Pollentier à la française. Michel Pollentier, oui. J'étais en train de me demander c'est qui voilà, Pollentier. C'est parce que les Flamands l'appelaient Pollentier. Ah, Pollentier, donc en 75, qui s'était imposé ici. 75, c'était la victoire de Bernard Thévenet. C'était aussi l'épisode du Puy-de-Dôme où Merckx avait été frappé par un spectateur dans la montée du Puy-de-Dôme. 75, l'année de la 5e victoire d'Eddy Merckx à Liège-Bastogne-Liège. 45 km 500, je vous l'ai dit, les 40 derniers kilomètres, les 45 derniers kilomètres sont délicats, difficiles, puisque maintenant ça va être la succession ascension, descente, comme ça jusqu'au bout. Il n'y a plus de plaine. À partir de maintenant, on va avoir un scénario, je dirais, un petit peu différent. On va passer ce troisième catégorie, on va continuer de monter légèrement après le troisième catégorie, plonger, et après c'est ascension, descente, jusque l'arrivée. Et les deux deuxièmes catégories sont pas très longs, mais ils déclenchent quand même 8,1% de moyenne et 7,9% pour l'autre, même sur 4 km. 7,9% de moyenne, ça occupe un moment. Hein. Oui, je vous l'ai dit, les fins de boss, ils sont raides. Ouais. De passage à plus de 10% chaque fois, dans le Puy-Marie et dans le col du Pertus. Il est clair que, à moins je me trompe, mais Greg Van Avermaet, parmi les deux hommes avec lesquels il se trouve, fait peut-être figure du moins bon grimpeur sur des forts pourcentages sur 2-3 km. Même si les jambes sont bonnes. De se faire très mal. Ah, ça, je n'en doute pas. 43 km encore à parcourir, 12 minutes 50, 3 hommes en tête, Greg Van Avermaet, Thomas De Gendt et Andrej Grifko. De ces coureurs, on peut déjà annoncer que certains ont connu la victoire sur les routes du Tour. Lui, l'année dernière, vous vous en souvenez, victoire magnifique, sprint merveilleusement mené par Greg Van Avermaet à Rodez. Oui, magnifique sprint devant Peter Sagan. Sagan. Des victoires sur le Tour, il n'y en a pas eu pour Thomas De Gendt, mais une consolation, il y a eu pour lui une victoire sur le Tour d'Italie. On en a parlé.
avec cette victoire au Stelvio. Et puis on se retrouve avec, donc je vous ai dit, une victoire au Tour de France pour un, une victoire au Tour d'Italie pour l'autre. Et il ne fallait pas faire de jaloux. Il reste un grand tour et il reste une victoire pour Grifko, mais c'était à travers un contre-la-montre par équipe. De Gendt qui va. Il n'a pas l'air au mieux quand même, Grifko, hein, parce que là il était dans une position où il ne va même pas chercher le deuxième point. Donc Thomas De Gendt semble en tous les cas décidé à porter le maillot à poids ce soir. Décidé à porter, ça me semble envisageable, parce que Grifko qui aurait pu se dire bon, je vais quand même essayer d'aller le taquiner. Là il était en plus dans la roue de Greg Van Avermaet, et j'ai plutôt, à voir comme ça, eu la sensation qu'il était un peu limite pour même dépasser Greg Van Avermaet, puisqu'il fait juste dans la roue. En tous les cas, pas eu cette sensation qu'il était très facile. Maintenant, dans quelques hectomètres, dans quelques kilomètres, on sera dans l'ascension du Puy-Marie, et là ce sera autre chose. Grifko commence à montrer des signes de faiblesse. De Gendt et Van Avermaet sont les plus costauds. Les deux hommes se connaissent. Deux Belges pour une victoire d'étape et un maillot jaune. Dans l'échappée, ça commence à discuter, mais pour Van Avermaet, pas question de partager. Oui, j'ai pensé à tout. J'étais de bien jambes, et il y a un moment, comme Valerio Piva vient chez moi avec la voiture, il dit oh, toi le maillot et De Gendt de l'étape, peut-être c'est bien pour tout. Je dis non, je prends l'étape, je prends le maillot jaune parce que j'étais les jambes vraiment bien. De Gendt était vraiment fort aussi 16 jours. Et j'étais vraiment bien, je sens vraiment bien. Je dis à De Gendt, si tu peux prendre le maillot à point. Nairo Quintana. C'est une des premières fois où on a un gros plan sur Nairo Quintana depuis le départ du Tour. Hein. Qui doit préférer ce genre d'étape à celle que l'on a vécue depuis le début du Tour. Ah, c'est carrément l'équipe Movistar hein, qui est passée aux commandes là. Ça risque de monter en tous les cas plus vite que ce qu'on pensait là. On va demander à Erviti de mettre en marche, on va demander aux gros rouleurs également. Oui, parce que là on fait pas semblant, hein. On a fait remonter toute la garde. Ah, Groenewegen parmi les sprinters qui sont distancés également. Il n'y a plus de points à prendre ici. Donc c'est le groupe Eto qui est en train de se former à 40 km de l'arrivée. Oui, on va voir exactement. Ce qui est intéressant, c'est de rester dans les parages de Bernhard Heisel, parce que lui va calculer les moyennes et savoir à quel moment et oui, quand il faudra rouler le plus vite. Jackie Durand expliquait que pendant un long moment, c'était lui qui était un petit peu le responsable du groupe Eto. Ce qu'on appelle le chauffeur d'autobus. Voilà, le chauffeur d'autobus. Donc il montait à un rythme... oui, c'est un rythme qu'il ne faut quand même pas imaginer que ça monte tout doucement. Ça monte pas très vite, mais ça monte. Il faut garder un maximum de personnes. Voilà. Exactement. Et par c'est contre, de garder un maximum de monde. Par contre, quand vous basculez... il expliquait qu'il fallait y aller quand on était dans la descente. Et dans la plaine, c'est à ce moment-là qu'il fallait dans la plaine, si vous êtes le retard. 50 coureurs, c'est 50 coureurs potentiellement qui roulent. Hein. Donc oui, c'est pas de tout repos. Sauf quand vous êtes sûr d'être dans les délais. Là, on finit l'étape le plus tranquillement possible, tout en roulant bien évidemment. Mais il faut gérer. Tekle Manotte. Et Cummings devant. Roulans, je pense, est là également. On va surveiller un Contador. 8 coureurs pour la formation Movistar. Et on a mis tout le monde en ligne. Oui, là, on a, comme on dit, là, on a mis tout le monde en ligne. On a changé de rythme. Hein. Clairement, là, dans ce peloton, l'équipe Movistar avait mis un coureur tout à l'heure. Là, ils prennent la responsabilité. Et je pense que dans cette stratégie, l'objectif n'est pas de se dire il faut absolument revenir parce qu'il y a un danger. C'est on a probablement de fait décidé de durcir la course, d'essayer de passer à l'offensive. C'est peut-être pas le cas, mais en tous les cas,
de mettre vraiment un rythme intensif dans cette étape, dans le fin de l'étape. Vous anticipez ma question parce que ce que j'allais vous demander, va-t-on avoir 2 courses dans cette course? La course des premiers avec une situation qui semble de plus en plus confirmée que ce sera une victoire d'étape qui devrait se disputer entre Van Avermaet de Gent et Grifko, même chose pour le maillot jaune. Et puis la course des favoris derrière, après le groupe des 6. Donc ici la course des favoris avec peut-être des secondes à aller glaner par-ci par-là. Oui, parce que là, quand on voit le rythme du peloton, un rythme très soutenu, les hommes de tête vont être informés qu'on a accéléré devant. Eux vont aborder les 2 cols les 2 plus difficiles. Hein. Ils ont encore 2 ascensions difficiles, courtes certes, mais difficiles, avant de descendre et d'aller chercher les dernières difficultés. On n'est quand même plus qu'à 38 km de l'arrivée. Mais si on continue sur ce rythme-là avec l'équipe Movistar, il est clair que les descentes techniques comme on a là, les montées des petits cols, va vraiment étirer le peloton et on pourrait avoir des grosses cassures, des coureurs qui peuvent être distancés parce qu'on sait que sur ces petites routes, eh bien dans les descentes ça s'étire, en bas ça relance parce qu'il n'y a plus de plaine, hein, il n'y a plus de plaine, on a dit plus de vallée. En bas on va tourner à droite ou à gauche pour aller rechercher une nouvelle ascension, donc ça va remonter très vite. Le coup d'élastique, vous ne le faites pas 4-5 fois. Donc voilà, il faut surveiller, mais en tous les cas, l'équipe Movistar n'est pas passée devant pour juste le plaisir de passer devant. Ils ont réellement mis un relais très costaud. Valverde n'est pas venu reconnaître lui cette étape. Par contre, Quintana l'a fait. Quintana a fait la reconnaissance. C'est lui qui a briefé l'équipe. Et c'est certainement un des éléments qui lui permettent de dire, eh bien attention, on se met aux commandes. Sur ce genre d'étape, il vaut mieux être devant et rouler plutôt que de subir parce qu'il y a beaucoup de petits virages, de petites routes, de changements de direction, des dénivelés irréguliers. Donc il est clair qu'il vaut mieux être aux commandes et rouler plutôt que de subir le travail d'une autre équipe. Je pense que Sagan est toujours là, 5e dans la file des Tinkoff avec le maillot jaune un peu plus foncé. Et Florian Vachon qui commence à être un peu juste. Par contre, je me pose des questions quand même pour cette échappée qui, finalement, en tous les cas, ces groupes de 6 qui perdent petit à petit sur les 3 hommes. Est-ce que ça ne va pas avoir été une échappée, en tous les cas pour ces coureurs, pour rien, puisqu'il y aura potentiellement rien au bout? Est-ce que ceux-là ne peuvent pas être repris? J'ai quand même un doute parce qu'ils vont commencer à se poser des questions. Ça roule très fort derrière. La victoire d'étape, 3 minutes, ça semble bien loin maintenant pour aller les rechercher. Donc clairement, ceux-là vont plutôt être dans une stratégie où ils vont commencer à se poser des questions, à rouler un peu moins fort, à ne plus appuyer les relais de la même façon. Peut-être servir à un moment ou un autre de point d'appui, on n'en sait rien. On n'est plus dans la même configuration qu'il y a encore quelques kilomètres où on avait un peu plus de 11 minutes. Donc ça veut dire que ces coureurs-là ont maintenant 7 minutes de retard. Voilà, un gruppetto qui se forme. Cette fois-ci, Roulin s'est entouré de Greipel. Je pense qu'il y a Van Mark également dans ce groupe-là. Et voilà le col du Pas de Pérol, mais c'est Puy-Marie. Hein. Oui, là ça change un petit peu. Avec des pourcentages très raides dans sa deuxième partie, exactement. Voilà. Très bien quand on a ça. On est complet en disant que l'ascension fait 5 km 400 et le pourcentage moyen c'est 8,1, vous l'avez dit, mais les 2 derniers kilomètres 500, c'est-à-dire près de la moitié du col, on est à plus de 11%. C'est vraiment celui-ci le plus difficile des 3. C'est celui-ci le plus difficile. Après, on a un col qui est un petit peu plus court, un tout petit peu moins raide. Il y aura quand même des pentes raides. Et il faut se dire qu'après le deuxième catégorie, on retrouve des cols qui conviennent très bien aux qualités des hommes de tête. Donc il faut passer, il faut basculer ces cols-là. Mais de toute façon, on a un De Gent qui, quoi qu'il arrive, va prendre virtuellement le maillot à poids au sommet de ce col-ci. Ils ne vont pas revenir. Hein. Ah non, je pense qu'il va le prendre ce soir, ça c'est clair. Ça ne sera pas que virtuellement, mais à partir de ce moment-là, déjà, ce sera virtuel. « 10 minutes 30, 34 km 400 ». Quintana a envoyé ses hommes après que Froome ait envoyé les siens en tête de peloton pour tenter de résorber ce retard et en tout cas pour durcir la course. L'objectif n'est sans doute plus de revenir sur les hommes de tête. L'objectif
c'est de jauger un petit peu la concurrence et peut-être déjà grappiller des secondes par-ci par-là entre les principaux favoris à la victoire finale de ce Tour 2016. Là, les 3 hommes de tête, quand ils voient l'écart fondre comme ça, ils se disent il est clair qu'il vaut mieux être dans notre position que dans les roues du peloton parce que ça roule, ça semble rouler très vite derrière. Et je pense que leurs équipiers leur confirmeront ce soir, c'est en train de rouler très vite sous l'impulsion des coureurs de l'équipe Movistar. 3,18 les poursuivants, le peloton à 10,25. Gauthier, Ouzarski, Sicard, Maïka, Powells et le dernier c'est Vachon. Voilà pour la composition de ce groupe de 6. Grifko qui demande à De Gendt de reprendre de passer, de rester en 2e position. Et là, il faut bien gérer cette ascension. Il va être important d'être capable de descendre, de bien rouler dans la descente après, monter un bon rythme. Pas question bien évidemment de se relâcher, bien passer les forts pourcentages. Qui devrait pas tarder à arriver pour les 3 hommes de tête. On n'amuse pas la galerie derrière. Problème pour Bonnet, hein, la française. Là, on ne reviendra pas, William Bonnet. C'est l'écrémage par l'arrière. Il va pouvoir prendre place dans le bus. Ça doit être Cédric Pinault. Claire Imanotte juste devant. Sagan toujours bien placé hein, avec son maillot. Sommet à moins de 2 km, ça veut dire qu'on est dans les pourcentages les plus difficiles pour les 3 hommes de tête. Ouais, et on le voit bien sur cette image. Toujours 3,15 l'écart par rapport aussi poursuivant. Celui qui a l'air le plus à l'aise, c'est Thomas De Gendt. Hein. Oui, c'est clair. En tous les cas, au coup de pédale, c'est celui qui semble supporter le mieux ces forts pourcentages. Maintenant, il est important de bien s'accrocher parce que le rythme du peloton est très élevé. Hein. Là, il y en a qui souffrent plus dans la descente qu'ils ne souffraient tout à l'heure vent de face dans la montée. Hein. Les mètres qui tombent 1 à 1. Oui, mais que 1 à 1, et ils sont longs. Hein. Enfin, 10 par 10. Powells. Vachon toujours présent.
L'occasion pour faire un rapproché au général pour certains, pour prendre une petite marge d'avance pour d'autres. Mais quand on voit l'équipe Movistar comme ça. Ah oui, la marche pour les 6 sera en même pour tout le monde, je pense. Hein. Finalement, le matelas sur la ligne d'arrivée ne sera pas très large. Hein. Grifko qui lâche. Ça, c'est intéressant, ça. Van Avermaet et De Gendt. Pour les 2 coureurs belges. Petit coup d'œil de De Gendt. Oh là là. L'union fait la force. On repart. Voilà Grifko. Et on l'avait dit, hein, on est dans des pourcentages là-bas, pas loin de 12%. Et on n'est pas encore au sommet. Dernier écart 9,52 toujours. On rappelle que le Puy-Marie, ici le Pas de Pérol, c'est le plus difficile des 3. Oui, il restera, ouais, on l'a dit hein, tout à l'heure, un autre deuxième catégorie qui lui va être assez dur aussi, mais un petit peu plus court. 2 Belges en tête de cette 5e étape. Grifko est lâché et Van Avermaet parvient à s'accrocher. Le coureur de la BMC est moins bon grimpeur que De Gendt, mais il reste au contact dans les pourcentages les plus élevés, plus déterminé que jamais après sa chute au Tour des Flandres en début de saison. Je me rappelle la chute parce que j'étais là aussi. Et à la fin, on a dit, OK, Greg, c'est malheureux parce qu'il avait la condition aussi de sa vie. Je me rappelle les jours du Tour de Flandre, il dit j'étais incroyablement fort. J'ai dit OK, on prend ça et on prépare le Tour. Donc tu verras, normalement, j'ai l'expérience que chaque coureur, un coureur qui a un accident, après il revient plus fort, il revient plus frais. J'ai dit on pense au Tour de France, il y a les Jeux Olympiques. Et donc voilà, ça a été... Il est arrivé au Tour en condition et il est sorti du Tour encore plus fort. J'étais dans vraiment bien forme, peut-être le plus bien forme de ma carrière, comme je dis devant déjà. Mais ouais, j'ai fait la chute au Tour de Flandre et le moment là, j'étais pensé pour gagner le Tour de Flandre aussi parce que 7 jours, j'étais vraiment de bonnes jambes. Et après la chute, tu peux faire une saison difficile, mais tu prends le repos. Et peut-être pour ça, pour pas être roulé le plus grand classique, je vais peut-être plus motivé pour faire un beau Tour de France et plus les Jeux Olympiques. Et ça a aidé aussi un peu peut-être pour faire le grand résultat aussi. Allez, on voit le sommet là. Il faut encore y aller. Hein. Et quand on voit la difficulté des hommes de tête, on se dit que ces 2 km vont faire vraiment mal. Hein. Si ça monte vite derrière, enfin, ça va monter vite parce que maintenant que c'est lancé, on ne va pas se relever là où c'est raide. Hein. C'est surtout ces pourcentages-là qu'ils attendent pour commencer à écrémer un petit peu ce peloton. 1 km, Maïka avec Gauthier et Pauwels qui restent dans les 2 dernières positions. Et regardez, on va chercher les dernières dentures de la roue libre. Ça monte très très raide sur ces pentes. Et il y aura aussi pour, on l'a dit, hein, il y a pas mal d'enjeux pour De Gendt et Van Avermaet. Ah oui, il peut y avoir pour tous les deux un maillot distinctif et pour tous les deux une victoire d'étape. Donc finalement, il y a plus que ça. Il y a le maillot à pois, il y a le maillot jaune, il y a la victoire d'étape et l'animateur. Le combatif. À qui sera le combatif? Là, c'est le cœur qui va parler pour les gens qui vont voter. Parce qu'ils auront, à mon avis, fait tous les deux le même travail. Après, il reste encore 30 km. Hein. Ah oui, le drapeau belge flotte au vent, là. Combatif pour les... Arnold Jansson aussi, qui devait être potentiellement le relais de Daniel Navarro. Finalement, il reste pour l'instant chez Cofidis devant. Celui qui a remplacé Nasser Bouhanni au dernier moment, Nicolas Hédé. À condition qu'il soit encore bien là. Hein. Rohan Dennis est là. Pour le moment, les téléspectateurs de la RTBF ont choisi De Gendt comme combatif devant Van Avermaet. Tom Dumoulin, oui, Tom Dumoulin. Surprenant, Tom Dumoulin aussi.
Allez. Et je me demande si c'était pas Fuglsang qui était déjà distancé. Ah oui. Alors, De Gendt, on va pas se disputer les points. Allez, allez. Dumoulin distancé. Hein. De Gendt, donc 5 points. Greg Van Avermaet, 3 points. Grifko, sans doute 2 points. Ouais, c'était bien, Jakob Fuglsang. Et on remonte. Voilà, Gorka Izagirre qui avait fait un gros travail. Herviti aussi. Anacona là, non Oui, ouais, c'est Anacona. Geraint Thomas qui est dans la roue des coureurs de Movistar. Et on est dans les pourcentages. Hein. Et Sagan distancé. Le voilà. Ah, c'est trop dur. Hein. Ouais, certains se demandent. Mais là, ouais, regardez. C'est Landa. Étonnant de voir Landa en difficulté. Ah oui, en grande difficulté, Landa là. Ouais, ça c'est Peter Sagan, mais c'est normal. Parce que ça dépendait également de la course. On dit s'ils font la bagarre devant. Et là, ça monte vite. Hein. Et c'est Nibali, je pense, qui est dans les derniers. C'est Nibali, je pense, qui est distancé, qui a du mal à suivre. Oui. Ouais, voilà Vincenzo Nibali. Vincenzo Nibali. On se posait des questions. Quel sera le rôle de Vincenzo Nibali? Il devait normalement épauler Fabio Aru jusqu'au bout, le guider vers la victoire finale. Alors, vous allez me dire, il a gagné le Giro, sa saison est réussie. Il ambitionne d'aller, lui, à Rio pour aller chercher la médaille. Mais voilà. Ouais, mais là, il ne tient pas son rôle d'équipier de luxe potentiellement. Il devrait être là aujourd'hui. Hein. Froome est là, Geraint Thomas est là. Henao est là. On voit Mollema. Il semble avoir vu Kreuziger aussi. Il y a encore un coureur de... Nieve aussi. Contador est là. Il y a Nieve, Henao, Geraint Thomas et Froome. Et peut-être Wout Poels, je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous parler. Accélération de Maika. Est-ce que c'est pour aller chercher le point? Oui, probablement. En se disant que ce point pourrait faire la différence. Lui qui a fait du maillot à pois son objectif. Ou qui semble avoir fait du maillot à pois son objectif. Oui, en tous les cas, il doit regretter de pas... On vous avez dit, on ne sait pas comment sont sortis ces 3 coureurs, mais il est clair que se glisser dans cette échappée pour finalement se retrouver avec, au bout du compte, 2 points au classement des grimpeurs, ça peut être décevant ce soir. Tony Martin distancé. L'accélération, le tempo imposé par les équipiers de Quintana, eh bien, ce tempo a fait énormément de dégâts. J'ai eu peur, hein, pardon. Et ils savent que c'est dans cette portion-là aussi qu'on doit essayer de creuser, de reprendre du temps. Oui. Voilà le maillot jaune. Peter Sagan qui récupérera ce soir soit son maillot vert, sans doute le maillot vert, soit le maillot arc-en-ciel, sans doute le maillot vert. Frank Schleck distancé. Peter Stetina, on vient de voir doubler. Et c'est vrai que c'est décevant. En tous les cas, pour Nibali, sur cette première étape, c'est ce genre d'étape. Regardez, il reste pas grand monde. Hein. Regardez, il reste quoi? Une poignée, 30 coureurs. Aru est toujours bien là. Derrière les 3 coureurs de la formation BMC. On n'a pas Wout Poels. Hein. Richie Porte. Richie Porte, TJ Van Garderen. Pierre Roland juste derrière. Je pense qu'il y a Meintjes et Wifaria da Costa. Bardet. Germeil est là derrière. Pozzovivo. On a Van den Broek, je pense, dans ce groupe, et Rodriguez. Et Backlands qui cède à son tour. Bokeh Mollema toujours présent. Adam Yates qui fait l'élastique derrière. Et Contador qui est là pour le moment. Rui Costa distancé, nous annonce. Il était à l'arrière du groupe. Ça c'est Kirienka.
Kangert. Voilà, ça c'est la surprise. Landa, ouais, qui était distancé plus tôt que ça tout à l'heure et qui finalement semble essayer de lutter. Wout Poels annoncé également, mais il reste quand même 3 coureurs aux côtés de Chris Froome. Mais il n'y a pas péril en la demeure. Landa distancé, Geraint Thomas qui reste. Meilleur descendeur, semble-t-il. Van Avermaet. Ouais. Ou alors on le voit autrement, Thomas De Gendt pas bon du tout dans la descente. C'est à vous de voir. Je voyais qu'ils roulaient tous les deux, ils donnaient tout. Donc je pense que lui, il sentait qu'il était plus fort. Parce que Greg se connaît bien, connaît De Gendt aussi. Ils se connaissent, ils sont amis. Donc je pense qu'il sentait qu'il pouvait aller. Quand Greg est dans une échappée, il donne tout. Donc il est fâché quand les autres ne font pas ça. Des fois, il a été battu parce que quelqu'un fait le malin. Mais les autres fois, par exemple, il gagne. Il le dit toujours, je gagne parce que tout le monde a fait son travail, tout le monde a tout donné. Et à la fin, moi, j'étais le plus fort. Donc ça, c'est la meilleure manière que Greg a pour gagner. Donc aller dans une échappée, travailler à fond avec qui est là et après lui il sort toujours à la fin plus fort. Donc il a cette arme, il est très fort à la fin d'une étape difficile. Contador dans les dernières places. Oui, c'est surprenant qu'il se soit laissé descendre hein, dans ce groupe. Il doit y avoir un souci, un besoin de changer quelque chose parce que placés comme ils étaient, c'est très risqué que de se laisser décramponner de la tête de peloton. On le voit, essayer d'actionner... Ouais, il actionne son micro pour annoncer quelque chose. Certainement pas quelque chose de très grave, mais quelque chose qui nécessite probablement un changement de vélo ou de matériel. Il y a quelque chose qui ne va pas en tout cas. Le problème c'est que vous avez vu, regardez l'écart, il y a des coureurs partout, les voitures elles doivent être très très loin. Toutes les voitures ne sont probablement pas passées. Ouais. Je ne sais pas comment on va pouvoir venir dépanner Contador. Col du Pertus, 4 km 400, pourcentage moyen 7,9, mais je vous l'ai dit, vous le voyez en image, la fin, le dernier kilomètre 500, on est avec un pourcentage qui avoisine, un pourcentage moyen sur 1,5 km qui est au-delà des 10%. Oui, très raide. Une nouvelle fois. Ce serait bien qu'on puisse revoir des images de Contador ouais, pour essayer de comprendre. Parce qu'il était bien placé hein, dans ce premier groupe. Et on se laisse rarement descendre dans une descente comme celle-ci. Ou en plus, au pied de la descente, on réattaque tout de suite la montée. Donc il n'y a aucun moment, un endroit où il va pouvoir se replacer à l'aide d'un équipier dans la plaine. Donc se laisser décramponner dans la descente pour actionner son micro et ainsi de suite, c'est qu'il y a probablement un petit souci pour Alberto Contador. Il y a avec lui encore Kreuziger, je pense, dans ce groupe de tête. Et puis après, les autres ne sont plus là. Kieserlowski est passé par la fenêtre tout à l'heure dans l'ascension. Maika est devant. Oui, c'est peut-être pas un souci qui soit vraiment problématique, mais en tous les cas, il a besoin de son véhicule. Et là, on est avec à nouveau De Gendt et Van Avermaet. 4 km 400, premier kilomètre avec un pourcentage qui est quand même de 6 à 8,9. Et puis après, ce sera supérieur à 9%. Un replat, j'ose pas le dire pour eux parce que c'est quand même difficile. 3 à 5%. Ouais. Et à nouveau 1,5 km où on sera au-delà des 9%. Grifko pointé à 1,10. Donc Grifko qui a perdu du temps dans la descente. Oui, on sent, c'est une descente qui est relativement technique, mais c'est une descente où, regardez, vous avez besoin de pédaler, de dépenser de l'énergie. Voilà, on n'amuse vraiment pas la galerie chez les Movistar. Hein. J'ai pas vu où était Froome. Froome est... Ah oui, un troisième ou quatrième position. Sky. Tony Martin avec Winera Nakona. Pas dit que ça se regroupe, hein. Au vu de la difficulté qui attendent, là, tout cela, il n'y a pas beaucoup de chance pour eux de réintégrer le groupe, on va l'appeler le groupe Froome-Quintana. Froome-Quintana. Les deux favoris du Tour. Et déjà une étape de moyenne montagne. On l'a dit, hein, ce sont des étapes qui peuvent réserver beaucoup plus de surprises que des grosses étapes de montagne où finalement tout le monde est un petit peu sur la défensive. On attend la dernière ascension pour pas se livrer de trop, alors que là,
Vous voyez, c'est des équipiers qui peuvent faire monter très très vite, égrener un petit peu ce peloton, ce qui fait qu'on se retrouve avec moins de force en présence pour les leaders, et on peut avoir dans ces moments-là eh bien, des attaques dans le final où difficile de trouver du monde pour rouler. Est-ce que Maïka était envoyé là pour en se disant allez, il va dans l'échappée, ça nous soulage? Oui, ça c'est la première chose, on est d'accord, mais on n'a jamais imaginé que cette échappée prendrait 15 minutes. C'est clair. Et donc Maïka devait peut-être servir de rampe de lancement, ou en tout cas de dernier équipier de Contador dans les dernières difficultés, pour être sûr d'avoir quand même quelqu'un à ses côtés. Oui, probablement. En tous les cas, c'est vrai que maintenant on peut toujours le faire se relever. Hein. On peut toujours le faire se relever, exactement. Et c'est vrai que Maïka, à mon avis, il était quand même plus là pour aller chercher probablement des points pour la montagne et peut-être la victoire d'étape. En se disant que derrière, on essayait d'abriter Contador, en tous les cas de le mettre en situation encore de passer cette étape et de se faire déjà des premiers avis sur ses sensations dans la montagne après ces 2 grosses chutes en début de Tour de France. Il y a déjà 2 minutes hein, entre le groupe Nibali et le groupe des leaders Quintana et Christopher Froome. Mais regardez comme ça roule ici. Oui, Froome en 3e position. Ouais. Et on relance. Et ça roule très très vite. Hein. Pas d'infos hein, sur Contador qui doit de fait être toujours au contact de ce peloton. Mais ça roule très 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 vite. Regardez derrière. Hein. Je peux pas imaginer que Contador ne soit... Oui, il est là. Il est là juste devant, ouais. Avec Pinot, avec Vandenbroek. Vandenbroek, ouais, juste là. Maintenant, peut-être que là, on va arriver au pied de la descente. Quand on va réattaquer le col de l'autre côté, peut-être qu'on va marquer un léger temps d'arrêt. Oui, j'ai l'impression que le coureur de Movistar marque plus beaucoup de temps d'arrêt. Et on va de suite essayer d'enquiller le bas de la descente avec la montée très rapidement. Ça, c'est Tony Martin qui va tenter de revenir avec Winner Anacona. Et là, on est vraiment dans une partie très très difficile, pourcentage très élevé. Et Van Avermaet y va. Van Avermaet y va. C'est étonnant ça, mais attaque de Van Avermaet. Van Avermaet y va et De Gendt ne peut pas suivre. Dans un premier temps, il faut voir si Van Avermaet ne va pas s'écraser un petit peu. Il y avait des signes de faiblesse chez Thomas De Gendt. Et Van Avermaet y va. Van Avermaet seul en tête dans l'ascension maintenant du col du Perthus. Ici, c'est le moment, ça a été le dernier côte. Et aussi, tu connais De Gendt, il a fait beaucoup de grands courses et gagné à le moment spécial. Et seulement dans un groupe comme ça, il est vraiment fort. Et c'était important pour lâcher lui. Et le plus bel pour prendre la victoire, c'est seul. Et c'est comme ça quand c'est possible. Ouais, c'est vraiment bien. Au plus fort de la pente, dans le col du Perthus, Greg Van Avermaet lâche Thomas De Gendt. Une attaque au feeling qui surprend même son directeur sportif. Il était avec De Gendt et moi je n'étais pas sûr qu'il allait laisser De Gendt. Je dis que De Gendt, il va lâcher dans la dernière montée. Et normalement sur papier, comme on voit, on a vu et on voit encore, si De Gendt est devant, c'est difficile, il est très costaud. Donc j'avais peur que De Gendt était plus fort dans la montée que Greg. Il m'a impressionné là, donc au moment qu'il a accéléré, j'étais étonné, je dis oh, il lâche De Gendt, donc à la fin, il était très fort, je me rappelle dans la radio, je disais allez, tu voles, tu es en train de voler, je me rappelle Micky Schär a entendu ça, et chaque fois maintenant, il dit allez Greg, tu voles, c'était un bon moment. Greg Van Avermaet qui est en train de faire un numéro quand même. Hein. 1 kilomètre encore. Allez, allez. Greg Van Avermaet qui à un moment a choisi entre le football et le cyclisme. Il semble avoir plutôt bien choisi. Ancien gardien de but, on parlait tout à l'heure des cyclistes qui aiment bien le foot. Oula.
C'était surprenant cette route. Virage orange. Moins d'1 kilomètre et c'est le plus dur. 0,8 mètres encore à parcourir pour Greg Van Avermaet. Oui, après la course devient, je ne vais pas dire plus facile parce qu'il faut aller plus vite, mais on sera sur des pentes ou un terrain qui semble en tous les cas bien mieux dessiné aux qualités que sont celles de Greg Van Avermaet. L'écart stabilisé, 35 secondes entre Van Avermaet et Thomas de Gendt. Voilà le groupe des 29. Ça en est terminé pour Daniel Moreno. Ça s'est relevé un petit peu là, ça roule un peu moins vite. Mais qui va faire le tempo maintenant? Qui va pouvoir aller faire le tempo devant si ce n'est les équipiers de Chris Froome? On va donc demander à Nieve d'abord, Henao peut-être ensuite, et puis on aura encore... Alors que vous avez vu que Kreuziger se retournait pour voir où était Contador. Et puis on aura peut-être Geraint Thomas, mais est-ce qu'on va demander déjà à Thomas de faire le tempo? Non, là, pour l'instant, je pense qu'on risque d'avoir plutôt des contres, des attaques de certains coureurs. 15 km de l'arrivée. Pour tenter quelque chose. Pas des gros leaders à mon avis. 15 km de l'arrivée, ça veut dire 500 mètres du sommet. Van Avermaet étonne, le Belge impressionne, transcendé par le soutien des spectateurs sur le bord de la route et par les encouragements de Valerio Piva dans la radio. Et le motivé dans la radio, tu es vraiment champion et tu roules bien, tu es fort, il dit toujours ça. Et c'est aussi pour moi, avec tous les spectateurs, ça crée quelque chose de spécial. C'est comme un footballeur qui prend un vraiment important but. Le stadion s'est vraiment explosé. Dans le Tour de France, c'est un peu le même, je pense. Et le dernier Belge qui s'était imposé en solitaire sur une étape du Tour, c'est pas loin dans les mémoires. C'était Jelle Van Endert, vainqueur au plateau de Baie. Van Avermaet pour faire aussi bien que Philippe Gilbert, peut-être remporter l'étape et prendre le maillot jaune. Gilbert, lui, il avait ramassé le jaune, les pois, le vert. Diego Rosa a annoncé distancé, alors que ça avait ralenti. Oui, et là, Maïka qui va commencer à prendre quelques mètres par rapport à Uzarski. « 5,50 le retard. Avec Nieve, Henao. Geraint Thomas, le maillot grand ouvert. Sentiment que Nieve a quand même accéléré un petit peu cette fois-ci. Et là, ça monte plus vite. Vachon qui va voir passer le train. Ça va être difficile de s'accrocher. Grifko passe à 2,25. Uzarski qui va chercher les bidons chez le Katusha. Soigneur Katusha. Solidarité. « 3,20 pour le retard de Maïka et d'Uzarski. » 5, 3, 2, 2. Ça nous fait 12. Non, il y a... Parce que j'avais vu passer une mauvaise information en disant que Van Avermaet pourrait peut-être prendre le maillot à poids. Alors, deux solutions. Soit je me suis trompé dans mes comptes, soit il y a une erreur dans l'information qui est passée. Alaphilippe qui est toujours là. Matthias Frank, on retrouve tous les prétendants au top 10. Ouais. Matthias Frank, Alaphilippe, Adam Yates, Wilco Kelderman, Aru, Geraint Thomas, Chris Froome, Quintana, Valverde, Porte, Van Garderen, Dan Martin, Bardet, Pinot et Contador. Pierre Rolland aussi.
Contador est un petit peu plus loin. Oui, il a Il est reculé plus un dans le petit sillage peu. de Kreuziger. Attention, virage en épingle. Et là, le panneau qui va annoncer à Van Avermaet 10 km. 10 km. Gardez sa lucidité pour Greg Van Avermaet dans les virages. Greg Van Avermaet creuse l'écart dans la descente, il file vers la victoire, bientôt la délivrance, mais dans la voiture BMC, c'est déjà l'euphorie. Valerio Piva se laisse gagner par l'émotion. Je me sentais bien, donc tu sais, tu es en train de gagner quelque chose d'important. J'ai même eu un moment ce jour-là dans la finale de l'étape parce que je ne pouvais pas donner une interview et je me rappelle plus qu'il y a un journaliste qui vient et me demande de donner une interview et j'ai eu une demande, mais ok, j'étais tellement ému que j'étais heureux, donc tu sais, tu ne penses pas à tout cette règle, enfin, c'est bien. Greg Van Avermaet parti pour la victoire d'étape. Il avait souvent tourné autour. Il va aller chercher sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France. Greg Van Avermaet, son objectif, son grand objectif de la saison, c'était le Tour des Flandres. Mais il y a eu cette catastrophe, cette chute groupée de la formation BMC qui l'avait privé, pas de la victoire, mais en tout cas de la possibilité de pouvoir défendre ses chances. Et d'ailleurs, toujours 5 km pour Greg Van Avermaet. Oui, c'est encore 2 km sur ce... Regardez, gros plateau, c'est encore 2 km dans ce type d'effort, sur des longues routes, toutes droites, long faux plat montant, très large. Et à un moment, on va tourner à gauche. Là, on sera à 3 km de l'arrivée. On reprendra une petite route qui ressemble à un petit col. Et en haut, c'est le plaisir, le bonheur, la descente. Et il y aura encore 500 mètres de difficile, mais je pense qu'il va pouvoir les savourer, ces 500 mètres. Voilà, un calvaire pour Thomas Heugen, mais une récompense malgré tout, le maillot à pois et la cérémonie protocolaire. Le prix de la combativité est accordé à Thomas de Ghent. Bien, très bien. Donc il ira 2 fois sur le podium. Van Avermaet ira 2 fois sur le podium. Il y a juste un maillot, le meilleur jeune ce sera dans une équipe belge, donc il sera à moitié belge. Et le maillot vert, ce sera pour Peter Sagan. Deux minutes d'avance. Il perd plus beaucoup hein, maintenant, il est à 6 minutes depuis un moment sur le peloton Quintana-Froome. Mais est-ce qu'ils ont encore envie de rouler? Il n'y a plus d'équipiers. Si, Moreno, mais Moreno a déjà tellement donné chez Movistar. Et puis cette portion-ci est beaucoup moins propice aux attaques, complètement. Aux attaques et pour mettre les adversaires en difficulté que le terrain qu'on a eu avant. On aura peut-être des coureurs qui vont tenter hein, quand on va tourner sur cette petite route à gauche. Après, on bascule, une descente très technique et on va chercher reprendre encore une grande route de ce même acabit qui nous ramène vers la ligne d'arrivée. Peut-être que Quintana va tenter quelque chose à cet endroit-là. Voilà, ça doit être là-bas qu'on va tourner à gauche. 3 km 800 encore pour Greg Van Avermaet. Il avait coché l'étape de Cherbourg. Il n'a pas pu s'exprimer comme il le souhaitait. Les jambes n'étaient pas au rendez-vous. Il était un petit peu enfermé dans le sprint. Un kilomètre du sommet. Allez, allez. Regardez, il y a toujours gros plateau. Un Belge pour succéder à Pollentier. Une seule arrivée au Lioran. Et c'était Pollentier qui s'était imposé en 1975. On est parti pour vivre une victoire belge et un maillot jaune belge avec Greg Van Avermaet. Un jour comme ça, tu as peut-être 5 jours dans votre carrière. Et chaque jour, je peux faire tout. Mais c'était possible pour, dans le Tour de France, c'est le plus important. Et prendre le maillot jaune, c'est vraiment un jour très spécial pour moi. Et ça a été un rêve pour moi aussi, pour revenir seul dans l'étape. Prendre l'étape et le maillot dans le podium, ça a été incroyable.
Voilà le sommet du grimpeur. Et là maintenant ça bascule jusqu'à la ligne d'arrivée. 6 minutes toujours d'avance d'annoncer sur le groupe des leaders. Le matelas sera confortable, hein. Un peu plus de 6 minutes. C'est la plongée vers le Lioran, une descente sinueuse et technique. Dernier effort avant de pouvoir lever les bras au ciel. Van Avermaet fait coup double, victoire d'étape et maillot jaune, comme Philippe Gilbert en 2011 et Jan Bakelans en 2013. Oui, mais par contre, ça reste une descente et très très technique. Attention, hein, on a vu, il y a du goudron fondu, de ne pas glisser. Et après, on va revenir là. Voilà, à partir de là, dans une grande courbe, et on arrive de nouveau sur la grande ligne droite. Les grandes lignes qui vont arriver, pour la ligne d'arrivée. Voilà la grande courbe et on va arriver au Lioran. Là, ça va remonter encore un tout petit peu. Bientôt et après ça descend. La banderole, voilà. L'arche, 1 km. Le dernier kilomètre pour aller savourer sa victoire. Ah, c'est un contexte différent par rapport à Rodez l'année dernière et une victoire pour Greg Van Avermaet et les Belges habitués au podium. On a eu le maillot blanc. Première étape avec Edward Teuns. Jasper Stuyven est allé chercher les poids. La combativité. Et là, c'est la victoire d'étape pour la combativité. En plus des poids de Jasper Stuyven. Et aujourd'hui, ça va être la razzia belge. La victoire d'étape, le maillot jaune, le maillot à poids, la combativité. On en redemande. Et comme on est généreux, on va laisser aux autres le vert et le blanc. Provisoirement en tout cas. Ah, il peut savourer là. Ah, il y a encore 500 mètres difficiles, mais il peut savourer. Le bonheur pour Greg Van Avermaet qui va décompter 450, 400. Le nombre de mètres qui le sépare de la ligne d'arrivée de cette victoire d'étape. Greg Van Avermaet qui, comme Philippe Gilbert en 2011, va aller chercher la victoire d'étape et le maillot jaune de leader. Oui, il fallait quand même pas musarder en route, hein, parce que ça est revenu très fort derrière. C'est parce que Greg Van Avermaet était très très fort qu'aujourd'hui il va arriver à tout combiner. Dans une région qui lui sourit. L'année dernière, c'était à Rodez. Il y a moins de 100 km entre Rodez et le Lioran. Et c'est dur, on est obligé de tomber le plateau. Et dans ces 20 dernières années, on n'a eu que 3 coureurs avant lui qui ont remporté 2 étapes au minimum. Stegmans 2 fois, Bonnett 6 fois, Stils 9 fois. Le poids serré, le voilà, Greg Van Avermaet. Le bonheur, superbe numéro de Greg Van Avermaet. Et le voilà qui va chercher sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour de France avec la cerise sur le gâteau. Ah oui, l'expression belle cerise, la plus belle Patrick cerise. Lefebvre. Le voilà, Van Avermaet, nouveau leader du Tour de France. C'est lui, Greg Van Avermaet, vainqueur d'étape ici au Lioran et nouveau maillot jaune de ce Tour de France. Derrière Thomas De Gendt qui aura lui aussi le bonheur de la cérémonie protocolaire, qui aura les honneurs puisqu'il sera le meilleur grimpeur ce soir de ce Tour de France. Il aura le dossard rouge de la combativité demain. Et il y a toujours le regret forcément de se dire la victoire d'étape, et ben, il va falloir y retourner. Thomas De Gendt qui en termine deuxième, bravo à lui. Bravo. Très beau numéro aussi de Thomas De Gendt. Malheureusement, il n'y a qu'un vainqueur. Greg Van Avermaet qui est déjà là, qui récupère après une étape fantastique, 216 km, il est parti tôt, il était dans la bonne échappée, dans le bon coup. Bravo. Déçu Thomas De Gendt. De Gendt termine deuxième de l'étape. Maïka, troisième, arrive juste devant le peloton des favoris avec 5 minutes de retard sur le vainqueur du jour. Un incroyable Greg Van Avermaet, près de 200 km d'échappée, un énorme exploit, un bonheur immense. À l'arrivée, Valerio Piva ne peut retenir ses larmes. Un jour incroyable aujourd'hui, vous en revenez pas. Quelle émotion. Toute la journée, j'ai pensé à ça et ça a réussi et je suis très content pour lui. Valérie, on vous a rarement vu aussi ému, alors que ça fait des années que vous êtes sur le Tour. Bah, ça c'est une victoire au Tour de France avec un maillot jaune, ça n'arrive pas. Ça arrive une fois dans une carrière de coureur et de directeur sportif, donc je suis très content. J'étais ému, je le disais, j'étais ému parce que c'était une longue journée de stress, tu n'es jamais sûr, même à la fin, Mike est revenu de derrière, il avait une marge
c'est sûr, mais on ne sait jamais jusqu'à la ligne. Donc, et toutes les émotions sortent à ce moment-là. Donc, j'étais ému. Et même maintenant, quand je pense à ce jour-là, ça touche encore, oui. Je savourais cette victoire aussi un peu comme une petite partie aussi de moi. Donc, et le Tour, c'est la course plus importante du monde. Et tous les coureurs rêvent de gagner une étape. En plus, ce jour-là, il met le maillot jaune. Donc, c'était la cerise sur la table, comme on dit. Un maillot jaune que Greg Van Avermaet endosse pour la toute première fois de sa carrière. Il le conservera 2 jours, une performance exceptionnelle sur les routes du Tour, suivie du titre olympique à Rio, un mois plus tard, un été 2016, tout simplement extraordinaire. Cette étape a changé sur sa carrière et sa manière de courir, d'interpréter les courses. Donc, dans ce moment-là, on a vu le Greg le plus fort, donc à partir de ce jour-là. Quand tu as gagné l'étape, tu as le maillot jaune, tu es un peu le patron de peloton. Et ça aide aussi dans la course après, je pense. Tu prends ça avec toi et ça a aidé aussi beaucoup dans l'autre course. Je pense que c'est le rêve de chaque coureur. De gagner une étape au Tour de France et mettre le maillot jaune, tu rentres dans l'histoire et je pense que ce jour-là, ça reste dans sa mémoire, dans ma mémoire aussi. Et à partir de ce moment-là, on a vu le grand Greg.